projet, c'est jamais facile. J'ai travaillé pendant 4 mois pour une influenceuse très célèbre. Comment je vais faire ma hijra? T'es maçon, tu dis, mais c'est des Pakistanais qui font ce travail-là là-bas. C'est mort, je peux pas partir. Alors moi, c'est Yacine, donc directeur et fondateur de Mousseline Immobilier, la première plateforme immobilière respectueuse des règles religieuses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on permet à de nombreuses personnes d'acheter des biens immobiliers en direct avec les promoteurs, donc généralement sur des biens neufs, mais on a aussi une partie avec des biens de propriétaire à propriétaire, pour pouvoir payer en plusieurs fois sans passer par la case crédit bancaire. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Vous avez donc les promoteurs auprès de qui on négocie ces facilités de paiement qui acceptent donc de vous permettre de payer un apport dans un premier temps et ensuite de payer des mensualités et les durées vont de 2 jusqu'à même parfois jusqu'à 10 ans. Alors aujourd'hui, on a l'opportunité d'opérer dans 5 pays, donc les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie, le Maroc et la Tunisie. Bah, Muslim Immobilier, en fait, est la première structure à avoir négocié les contrats sur place. Donc, il faut savoir qu'en fait, avant que l'on arrive sur le marché, les promoteurs proposaient effectivement déjà des facilités de paiement pour acheter son bien, mais les contrats n'étaient pas shar'an parce qu'il y avait des clauses, notamment des clauses de pénalité de retard dans les contrats, qui faisaient tomber les gens dans le riba. Et donc, en fait, on a été la première boîte à réellement prendre ce sujet à bras-le-corps et à faire modifier les contrats pour qu'ils deviennent permis pour les musulmans donc français et autres. Exactement. En fait, l'idée, elle est vraiment assez simple. C'est que le concept qu'on a trouvé, nous, aux Émirats, et qui fonctionnait, et qui fonctionne d'ailleurs toujours très bien, on a voulu le dupliquer dans les autres pays. Parce que l'idéologie du projet de Mousseline Immobilier, c'est réellement de pouvoir permettre l'accession à la propriété au plus grand nombre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pouvoir acheter son bien en une fois, c'est quasiment impossible pour la majorité de la communauté. Et donc, arriver à négocier des facilités de paiement en jouant sur le volume que Mousseline Immobilier peut apporter à ces promoteurs-là, nous permet de pouvoir obtenir ces facilités de paiement et donc pour les clients d'obtenir des délais de paiement, comme je le disais, qui peuvent aller parfois jusqu'à 10 ans. Donc ça reste quand même non négligeable. Sur des biens, par exemple, donc, que ce soit aux Émirats ou au Maroc ou ailleurs, on peut être parfois sur des mensualités qui sont de 1500, 1200, 1000 et même des fois 800 euros, donc en dessous de 1000 euros. Bah, je vais donner un exemple très simple. Concrètement, donc un bien qui coûte 200 000 euros, si le promoteur vous demande donc 20% d'apport, ce qui est à peu près généralement ce qui est demandé pour les Émirats, donc je vais te citer ce pays-là en particulier. Donc ça fait 40 000 euros du coup d'apport. Et après, le promoteur va vous demander peut-être 1% par mois. Et donc vous êtes à 2 000 euros par mois pendant 80 mois. 80 mois, ça équivaut à peu près 6 ans et demi. Voilà. Donc ça, c'est le plan de paiement, on va dire, le plus simple à comprendre. Mais pour que vous compreniez qu'en fait, il n'y a pas d'ajout sur la somme initiale. C'est vraiment le prix qu'on a déconstruit pour arriver avec des échelonnements à différents intervalles. Moi, c'est assez simple. Depuis à peu près 5 ans maintenant, je développe un certain nombre de projets pour la communauté. C'est ma troisième société en rapport avec la Oumma. Donc, j'ai créé à l'époque, en 2017, Go Hijra, donc, qui était le premier voyage organisé qui avait pour objectif d'aider les gens à faire la Hijra. Donc, bien avant que les gens n'en peuvent plus de la France. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de créer un concept un peu sur le même format que la Umrah, c'est-à-dire partir en groupe avec une agence, mais sur le thème de la Hijra. Donc, quand on allait dans des pays, on visitait des appartements pour savoir combien ça coûtait, on passait des entretiens d'embauche, on faisait passer des entretiens d'embauche aux personnes qui venaient. Et en fait, pendant une semaine, tu avais toutes les informations dont tu avais besoin dans le but de se projeter pour faire la Hijra. Ensuite, j'ai créé une autre plateforme, quelques temps après, qui s'appelle Oligo, qui est toujours active d'ailleurs, oligo.fr. C'est la première plateforme d'organisation de Umrah sur mesure, 100% digitale. Et donc l'idée là aussi, c'était de permettre aux gens de sortir un peu de la dépendance aux agences de Umrah traditionnelles et de pouvoir organiser soi-même une Umrah assez facilement avec une équipe qui connaît sur place et de prendre exactement les prestations dont on a besoin. Donc typiquement, tu prends ton vol sur Skyscanner ou peu importe le site. Et derrière, donc Oligo te permet d'avoir donc des chauffeurs qui viennent te récupérer de l'aéroport, te déposer à l'hôtel, font des visites, te font la Umrah avec toi, et tout ça en mode privé. Moi, j'ai effectué ma hijra il y a à peu près 3 ans. Et d'ailleurs, je vais parler de ça dans ma série documentaire qui sort à la rentrée, Inch'Allah. Donc, on a retracé en fait toute l'histoire de Mousseline Immobilier, de quoi c'est parti. Donc, le constat dont je t'ai parlé tout à l'heure sur les pénalités de retard, le fait qu'il y avait une solution mais qui n'était pas totalement permise,
à comment aujourd'hui, en fait, Moussi Immobilier s'est imposé comme une réelle référence de l'immobilier respectueux des règles islamiques. C'est aujourd'hui un projet qui me prend effectivement beaucoup de temps, parce qu'on a aussi à court moyen terme l'objectif de nous-mêmes produire les biens que l'on souhaite vendre, pour permettre, tu vois, de ne pas être limité dans les biens qu'on propose, parce que malheureusement aujourd'hui, c'est vrai que bah, il y a pas encore la majorité des promoteurs qui acceptent nos conditions, et donc forcément en termes de demande, on est bah, beaucoup plus élevé que l'offre dont l'on dispose. Bah, honnêtement, la série est tout en rebondissement parce que, en fait, c'est les aléas d'un projet qui génère à la fois beaucoup d'argent, parce qu'on parle d'immobilier, et donc qui dit beaucoup d'argent dit aussi du coup beaucoup d'intérêts divers et variés, que ce soit des agences concurrentes, que ce soit de personnes qui interagissent autour du projet, des promoteurs, etc. Et donc, en fait, ça crée des gros problèmes, comme dans tout projet. Et c'est vrai que voilà, on a rencontré des problèmes, on a eu des gens qui ont voulu nous voler de l'argent, on a eu des gens qui nous ont calomniés sur les réseaux sociaux. Enfin, tout un tas de choses, des gens qui sont partis créer leur boîte alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire parce qu'ils s'étaient associés avec nous. Enfin, plein de sujets qui vont, je pense, parler à un certain nombre d'entrepreneurs qui ont eux-mêmes rencontré ces problèmes-là de leur côté. Mais la vraie idée, en fait, derrière cette série documentaire, au-delà du fait de montrer, en fait, l'évolution de Muslim Immobilier, c'était surtout d'apporter un contenu à la fois licite, sans musique, sans fitaine, etc. Et de montrer, en fait, que un projet, c'est jamais facile. Aujourd'hui, on peut voir le succès de Mousseline Immobilier, tout est relatif quand on parle de succès, mais on peut voir le succès de Mousseline Immobilier en voyant qu'on est dans plein de pays, qu'on vend de l'immobilier, etc., etc. Mais les coulisses, c'est vrai qu'on a rarement accès à ce qui se passe de mal en fait dans une boîte. La boîte ne va pas aller sur les réseaux sociaux et dire ah, aujourd'hui c'est un jour qui est difficile, ou, de savoir que le gars il est sorti du bureau à minuit, etc. Et ça, c'est des choses qu'on veut montrer, qu'on va montrer dans la série pour permettre à chacun en fait de se dire il n'y a rien de facile et à force de travail, d'abnégation et évidemment de baraka et d'aide d'Allah Azza wa Jal, on arrive justement à faire en sorte d'obtenir ce que l'on veut. Le premier déjà, c'est de savoir clairement où est-ce qu'on veut aller. Je pense que pour tout projet, la partie la plus importante, c'est surtout de savoir où on va. C'est pas vraiment de savoir d'où l'on part, parce qu'en fait, je vais donner un exemple, mais quelqu'un qui était banquier pendant des années, par exemple, c'est pas forcément un métier permis, mais quelqu'un qui avait un métier qui est pas en rapport avec ce qu'il veut faire, ne va pas déterminer la réussite de cette nouvelle voie. Dans le sens où s'il a réellement envie de réussir, s'il se donne les moyens de le faire, et ça c'est un peu un problème qu'on rencontre aujourd'hui de façon générale dans la communauté, mais même en dehors de ça, c'est qu'on a une limite en fait dans ce qu'on pense être capable de faire, alors qu'on n'a pas des limites. On est des croyants d'une religion qui vise à dire qu'en fait Allah peut faire ce qu'il veut. Et donc à partir du moment où on croit à ça et qu'on on garde cet état d'esprit de croyant que, par exemple, je parle pas anglais, mais je vais faire la hijra pour préserver ma famille, je vais partir. Et moi, j'ai des exemples aujourd'hui dans mon entourage de gens qui étaient maçons, par exemple, en France, qui sont allés aux Émirats, donc c'est un pays où tu parles essentiellement anglais et un peu arabe, qui sont allés aux Émirats, qui ont fait des petites activités à droite et à gauche, et qui aujourd'hui, Allahumma barik, ils ont suffisamment de quoi vivre aux Émirats et de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Alors que initialement, quand ils réfléchissent à leur situation de comment je vais faire ma hijra, t'es maçon, tu te dis mais c'est des Pakistanais qui font ce travail-là là-bas, c'est mort, je peux pas partir. Et en fait, ils ont totalement changé leur état d'esprit en partant du point de vue religieux que tout est possible. Si je me rapproche d'Allah Azza wa Jal, alors nul doute que des choses que je ne pensais pas possibles avant vont le devenir par sa grâce, tout simplement. Moi, j'ai une histoire qui est marrante par rapport aux influenceurs notamment. Déjà, je vais répondre sur la question de la hijra. Moi, je pars toujours du principe que de toute façon, peu importe le pays, musulman, j'entends, ce sera forcément mieux que là où vous vous trouvez. On va pas donner de pays, comme ça évitera les problèmes. Mais dans tous les cas, si vous êtes dans un pays qui n'est pas musulman, alors forcément le pays musulman sera mieux. Après, est-ce qu'il y a des fitaines aux Émirats? Oui, mais comme il y en a ailleurs. Maintenant, est-ce que ce que vous trouvez aux Émirats, vous l'avez ailleurs? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai la possibilité d'être assez serein quand ma famille est amenée à sortir. J'ai la possibilité de me faire livrer mes courses à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. J'ai accès à des infrastructures qui sont très modernes. Donc, toutes ces choses-là, en fait, m'amènent à me dire qu'il y a des inconvénients, c'est pas à négliger, il y en a, mais évidemment que le global l'emporte, en fait, sur le pays dont je venais. Donc, moi, en l'occurrence,
j'étais de France. Le pays où je suis allé est 100 fois mieux et même au-delà de la question religieuse. La question religieuse est évidemment le point le plus important, mais même sur la question religieuse. Et je te disais que j'avais une anecdote assez drôle sur les influenceurs, etc. Moi, il faut savoir que j'ai travaillé pendant 4 mois pour une influenceuse très célèbre. On va éviter de dire le nom, peut-être. Ah, on va éviter de dire le nom, mais disons que c'est probablement l'influenceuse à connotation arabe la plus connue, hein. Voilà, on voit de qui on parle. Et ça a été très drôle en fait, parce que moi je suis arrivé donc aux Émirats avec une boîte d'immobilier. J'étais business développeur pour eux au départ, donc j'avais pas du tout pour objectif de créer ma boîte sur place. J'avais déjà Oligo qui me prenait l'essentiel de mon temps. Et donc cette boîte a décidé de pas donner suite à mon contrat. Donc premier coup dur, entre guillemets, tu te dis, bah, je viens d'arriver aux Émirats, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est un pays qui coûte cher, donc tes économies, elles vont vite partir si tu trouves pas une solution. Et il s'avère que du coup, bah, l'assistante de cette influenceuse cherchait quelqu'un pour l'aider dans l'organisation des voyages. Donc évidemment, j'ai fait en sorte que tout soit permis dans mon activité. Mais c'est très drôle parce que je me suis retrouvé dans des trucs où bah, la fille peut pas aller à New York, par exemple, parce elle a eu un problème de visa, etc. Elle peut pas aller à New York. Elle avait fait livrer sa bague de mariage à New York, alors que son mariage était en France. C'était 2 semaines plus tard. Elle avait peur de le faire envoyer par truc. Elle me dit, mais je sais pas quoi faire. Je dis, bah, si tu veux, je peux y aller. Et je me retrouve à faire un aller-retour en business, Dubaï, New York, donc 15 heures de vol, à 380 et tout. C'était la première fois que je prenais l'avion en business. Et je suis rentré avec la même équipe de stewards que l'équipe avec laquelle j'étais parti. Et eux-mêmes, ils ont pété les plombs parce qu'ils m'ont dit, mais attends, mais t'as fait 15 heures de vol, t'as passé plus de temps dans l'avion qu'à New York. Et c'était trop drôle parce que... Non, bah non, elle avait besoin de sa bague. Elle avait besoin de sa bague parce qu'elle-même allait en France, en fait, derrière, pour les préparatifs de son mariage et tout. Donc, voilà, mais c'est pour dire qu'en fait, subhanallah, Allah, il ouvre des portes des fois où enfin, tu sais pas comment. Et faut savoir que cette fille-là, alhamdoulilah, elle m'avait, bah, elle payait très bien. Elle était très flexible, tu vois. Elle me permettait de pouvoir rentrer en France, voir ma femme, mes enfants, etc. Sur des moments où ma femme était en France, enfin, tu vois, il y avait quand même pas mal de difficultés dans ce que je pouvais trouver comme taf. Et le fait qu'elle m'ait dit, ouais, tu peux gérer de New York, tu peux gérer de Tokyo, enfin, peu importe où tu te trouves, tant que tu arrives à bien organiser mes voyages, en fait, le reste, je m'en fiche, tu vois. Donc ça a été une vraie facilité dans mes débuts de hijra. Au final, bah, Muslim Immobilier ayant bien marché, bah, on a dû se séparer, mais alhamdoulilah, ça a été un... Ouais, ça a été une super expérience. Super expérience et franchement, je suis un peu sorti aussi des idées reçues. C'est-à-dire que nous, on se dit de prime abord que bah, ils sont comme ci ou ils sont comme ça, mais en fait, je pense que c'est des gens un peu dans la même lignée que les footballeurs, si je puis dire, où ils ont très peur en fait des entourages, ils ont très peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils ils s'accoquinent avec les mauvaises personnes, etc. Et quand ils ont confiance en toi, après, tu sens tout de suite une gentillesse, une vraie volonté d'aider s'ils le peuvent, etc. Donc ouais, franchement, cool. Étant donné que je l'ai déjà fait avant avec Gorilla, je sais à peu près quoi répondre, mais qui varie en fait beaucoup selon les profils. Forcément, demain, tu es célibataire, bah, ça va te coûter tant. Demain, tu es en couple, ça va te coûter tant. Demain, tu as des enfants. Ouais, bah, honnêtement, pour un célibataire, à 3 000 € par mois, t'es bien. À 3 000 € par mois, t'es bien, sachant qu'un studio ou un appartement, une chambre, ça va coûter aux alentours des 1 200 € par an. Tu vas rajouter les différents frais et tout, tu vas être à 1 500. Donc même si avec les courses, etc., ça te coûte 500 € en plus, bah, il te reste 1 000 € dans ta poche. Donc c'est pas déconnant. Sachant qu'il n'y a pas d'impôt. Donc ce que tu aurais éventuellement donné en impôt sur ton salaire au départ, bah tu le donnes pas à ce moment-là parce que c'était dans un pays tax-free. Et puis après, bah ouais, bah c'est difficile après ça va dépendre aussi de est-ce que tu pars en tant qu'entrepreneur ou est-ce que tu pars en tant que salarié. Parce que quand tu pars en tant que salarié, bah, tu as des aides de la part de l'entreprise, ça rentre dans ton package en fait. Donc l'entreprise va prendre une partie du loyer, l'entreprise va prendre une partie des frais de scolarité, etc., etc. Et cetera. Et donc je dirais que pour une famille de 2 à 3 enfants, hors aide de la part de l'entreprise, je dirais qu'il faut à peu près si les enfants vont à l'école, aux alentours des 8 000 €, je pense. Mais pour avoir une vie confortable. Voilà. C'est pas, t'es pas mzeyar, quoi. T'es pas serré et tout. À 8 000 €, t'es bien. Tu peux avoir. Non, faut pas faire de cagnotte. Voilà. Non, non, t'es bien. À 8 000 €, t'es bien. Honnêtement, tu peux même descendre à 6. Tu peux même descendre à 6, mais en gros, l'idée, c'est de se dire que comme t'as pas de retraite non plus,
bah, en fait, il faut quand même garder un delta où bah, il faut que ton argent, tu puisses en coffrer parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Moi, je pense que je vais plutôt répondre à une question bah, à laquelle on a déjà répondu, mais il faut faire la hijra quoi qu'il arrive. Donc après, la question, c'est plutôt de savoir quel est le type de pays qui va te permettre de la faire, soit le plus vite possible, ou soit de la façon la plus pérenne possible. Donc si c'est le Maghreb parce que tu sens que tu as des affinités, parce que tu sens que, bah, je sais pas, peut-être tu as un bien de famille qui te permet d'économiser un loyer, ou... voilà, exactement. Mais si tu sens qu'en fait, tu as des affinités avec le pays, il faut le faire. Mais par exemple, pour moi, dans mon cas, la hijra au Maghreb, c'était pas une option. Pour plein de raisons, mais disons que la question de la sécurité, la question de l'évolution des enfants, la scolarité, etc., faisait que j'ai jamais vraiment envisagé le Maghreb. Et puis aussi la proximité avec l'Occident. Pour beaucoup, ça peut être un argument positif, parce qu'en fait, les gens se disent, je suis à côté de la France, au cas où. Pour moi, c'est plutôt un désavantage. Et j'ai pas peur en fait d'être loin de l'Europe parce que je préfère ça. Je suis même plus proche des Haramain. Ça me permet d'être à Mecca ou à Médine en 2 heures d'avion. Donc je préfère plutôt ça qu'être proche de Paris parce qu'en fait j'ai aucun intérêt à être proche de Paris.